Je pense que ce qui caractérise les problèmes de société, c'est qu'on est effectivement face là à par définition des communications collectives, voire institutionnelles, puisqu'elles ne touchent pas en fait, une entreprise qui serait face à un problème, encore que les OGM, comme ça a été dit tout à l'heure, ont été très attachés à Monsanto, mais c'est soit le produit lui-même, génériquement, qui est mis en cause, soit un métier ou une filière dont on s'interroge sur les pratiques ou les réalisations. Donc, ce que je pense, si vous voulez, c'est que la communication en tant que telle n'est jamais un objectif, c'est les acteurs qui prennent les décisions. Après, la communication ne fait que donner un certain nombre d'éléments. Alors, les scientifiques là-dessus, si vous voulez, c'est qu'en communication sociétale, je crois que la communication, elle doit être une communication informative. C'est-à-dire que c'est pas de la presse c'est de l'information au sens classique. On a plutôt, les acteurs économiques, l'habitude de faire de la publicité ou de la promotion. Or, je pense que ce qu'on a loupé en matière de communication dans les années 90, c'est mettre en avant les critères en termes de conception, de technique, de réalisation et de support d'une communication dite informative. Et cette communication informative, elle a pour caractéristique, contrairement à la publicité où il y a un émetteur, que l'émetteur doit être un émetteur, j'allais dire, de polyphonie. C'est-à-dire qu'en clair, les scientifiques tout seuls, ça va être limité. Les opérateurs économiques tout seuls, ça va être limité. Voilà, donc à un moment donné, il faut un nouveau concept de communication qui répond à ces attentes sociétales et qui se réfère ni à l'information avec un rôle tout à fait particulier des médias, et encore moins, si je puis dire, à la communication publicitaire ou promotionnelle. Et alors, ce nouveau concept de communication que vous dites qui n'a pas été utilisé, est-ce qu'il aurait sous-évalué le contexte médiatique, le contexte du débat public ? Je pense que ce concept-là est à réfléchir, parce que justement, on ne peut pas, à la fin du XXe siècle, au XXIe siècle, continuer à avoir des concepts de communication, et notamment cette forme de communication qui correspond à des attentes sociétales, comme sur les critères de la communication qu'on connaît. Donc, quand on regarde fondamentalement, elle n'a pas changé depuis la fin du XIXe siècle. On a évolué dans les techniques, mais pas dans les concepts. Oui, il est évident que le contexte, et en particulier le caractère anxiogène qu'avait mis dans l'opinion publique l'ensemble des crises alimentaires qui ont été citées tout à l'heure, et ce qu'a rappelé Charles Pernin, n'ont pas facilité, n'ont pas mis les conditions idéales pour développer cette technologie qui touche en plus à quelque chose de sacro-saint chez nous, c'est l'alimentation. Mais le contexte, on ne choisit pas, donc le contexte, il faut s'y adapter. Je me demande si aujourd'hui, avec toutes les crises financières qu'il y a, si un conseiller clientèle d'une banque, c'est facile pour lui d'aller vendre des produits financiers à un particulier. Bon, mais voilà, il est dans ce contexte, il doit continuer à faire son métier, à développer ses produits. Deux mots pour ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que depuis le tout début du 19e siècle, la voix scientifique était écoutée. On arrive à une période vers la fin des années 80 où tout bascule, toutes disciplines confondues d'ailleurs, parce qu'on est en biologie, mais on pourrait dire la même chose pour bien d'autres disciplines. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça n'intéressait personne. Il y avait une impossibilité à trouver, je dirais, allez, je vais simplifier, un sujet sexy là-dessus. Oui, pour revenir sur le contexte, il est clair que ça se complexifie. Et le Mediator, pour les OGM, ceux qui veulent les défendre, c'est la catastrophe. C'est-à-dire le soupçon qu'aujourd'hui il y ait des scientifiques et pas seulement des politiques qui soient soumis brutalement à des lobbies, un coup de téléphone et je défends. Enfin, on peut parler de la filière nucléaire aussi, mais et comment l'expert est décrédibilisé, sont amenés à devoir se prononcer dans l'instant parce que des coups de téléphone de grandes compagnies interviennent. C'est vrai que d'une certaine façon, les scientifiques sont déconsidérés s'ils apparaissent comme étant des porte-parole de lobby. Je crois que c'est un peu la question de confiance, en fait. On a eu pendant des années confiance en un tas de gens, et à un moment donné, il y avait des vérités qui sortaient. Il ne faut jamais dire aux gens, vous ne savez pas, on va vous expliquer, parce que vous n'avez pas l'intelligence pour. Et donc, il y a la question, à un moment, des gens, de la population, demander leur avis des gens, de la pédagogie, d'expliquer, etc. Et je pense que si on prend la communication sur des OGM comme sur d'autres, on a dit aux gens, c'est bon, c'est pas bon, mais on n'aura pas expliqué ce que Delphine a fait au début, ce que c'était, même si c'est un peu compliqué, non pas ce qu'elle a dit, mais l'explication de la transgénèse. Et je pense que
pour l'avenir, quel que soit le sujet, c'est la relation aux gens qu'il faut améliorer, la relation de l'explication, et surtout ne pas dire il y a les sachants et ceux qui ne savent pas. Moi, je ne partage pas tout à fait ce qui vient d'être dit concernant le rôle des scientifiques qui seraient décrédibilisés, mis en doute à ce moment-là. Je crois qu'au contraire, ce sont des moments très importants où la science entre en société, très directement, où les questions scientifiques deviennent des problématiques quotidiennes de société et qu'il y a, là, au contraire, à la fois besoin et intervention de scientifiques qui se font non pas sur le mode du savoir, tout puissant et unique et exclusif, mais au contraire sur le mode du partage. En fait, je vais complètement dans le sens de ce qu'il dit là. On est clairement sur quelque chose où les scientifiques, je ne crois pas que la représentation que s'en fait l'opinion publique, elle est baissée qualitativement. Elle a baissé significativement, mais elle n'est pas dans le rouge. Les baromètres européens notamment le montrent. Il y a une confiance qui reste quand même globalement bien ancrée chez les citoyens européens vis-à-vis de la science. Des experts, de la science. Ouais. Et par ailleurs, il faut bien voir qu'effectivement, il y a un caractère inintelligible de la communication scientifique sur ces questions complexes. Et c'est la brutalité de la survenue des fauchages et de la contestation citoyenne qui crée ce décalage et cette dichotomie. Mais le scientifique a certainement raté, à un moment donné, l'occasion qu'il avait de rentrer sur une scène médiatique et celle de l'opinion publique, pour expliquer en des termes beaucoup plus vulgarisants qu'il ne le fait aujourd'hui ou qu'il n'est historiquement en capacité de le faire, quelque chose qui aurait dû rentrer bien plus tôt dans le domaine public et qui, de fait, aujourd'hui, le pénalise et il traîne ça sur un handicap et au-delà même des questions rapportées aux seuls OGM. On l'a vu sur les nanotechnologies et on le verra sans doute sur d'autres sujets émergents. Donc si je résume votre pensée, Jean-François, il n'est pas complètement décrédibilisé, simplement il a mal utilisé son temps de parole médiatique. Il a mal utilisé son temps de parole médiatique et surtout il ne s'est pas affirmé. On parle beaucoup d'expertise, mais en fait le scientifique est un chercheur et fondamentalement c'est un garde-fou. C'est quelqu'un qui doit donner. Enfin, je vais rapporter ça à l'INRA dont je suis le représentant aujourd'hui, mais on travaille nous avec tout le monde, semenciers, ONG, etc. Et parallèlement, nous avons une mission d'éclairage des décisions publiques. Donc l'expertise elle est là, mais c'est aussi un rôle de garde-fou et c'est avant tout un rôle de garde-fou. Juste un mot parce que en fait. Comme personne n'est d'accord avec moi, il faut que je réponde sur ce point. Recherche scientifique, ok. Quelle recherche et quel scientifique, en fait, par rapport à la communication? Il y a bien la recherche publique, il y a bien la recherche privée. Et c'est comme ça, c'est le système qui veut ça, à tort ou à raison. Mais aujourd'hui, un chercheur dans le privé, il est représentant de son expertise, mais il est aussi le représentant des intérêts de la société pour laquelle il travaille. Donc... ce n'est pas la même chose qu'un chercheur dans le monde public qui est normalement au service de l'État. Et je fais le parallèle avec ce qu'on a reproché aux ONG pendant très longtemps par rapport aux OGM, etc. Qui défend des intérêts et qui défend une cause. Et je pense que si les OGM ont été de ce côté-là de la population dans l'opinion publique, je pense parce que les ONG sont censées, dans l'inconscient collectif, représenter des causes et pas des intérêts. On en parlera tout à l'heure. Les OGM étaient représentés plutôt par des intérêts et des firmes. On a tendance à oublier que le terrain était extraordinairement favorable pour les OGM. Vous voulez dire avec ce contexte médiatique et de débat public? Pas dans les années 90 où effectivement scientifiques, publics, privés, industriels, décideurs publics et communicants se sont mis d'accord pour planter la chose. Allez. Mais dans les années 80, je me souviens que la première fois que j'entends parler des OGM, c'est famine en Éthiopie. C'est Michael Jackson, Lionel Richie qui nous font We Are the World. En France, c'est Jean-Jacques Goldman qui nous fait Chanson pour l'Éthiopie. Et à ce moment-là, que lit-on dans les journaux? Que les OGM sont la solution à la famine dans le monde. De quoi parle-t-on? De plantes qui vont utiliser moins d'eau, qui peuvent pousser dans des terres plus arides. On va pouvoir nourrir des populations qui n'avaient pas accès à la nourriture. Et de quoi parle-t-on? D'un bénéfice consommateur. Quand on fait la présentation de tout à l'heure, on insiste avant tout sur les bénéfices pour les producteurs, pas pour le consommateur. Oui, il y avait 2 points que je voulais souligner. Par rapport à cette question de la confiance de l'opinion dans les chercheurs, je pense qu'en fait, il faut distinguer deux figures du scientifique dans l'opinion. Il y a la figure effectivement du chercheur qui va donc trouver de nouvelles perspectives, etc. Et vous avez la figure de l'expert qui a un rôle bien différent puisqu'il est chargé de donner un blanc-seing, un feu vert
à des innovations qui vont ensuite passer dans les usages de la vie courante. Et donc ce scientifique expert, il a un rôle fondamental dans la fiabilité du dispositif d'ensemble. Mais le consommateur, il fait la différence entre les deux figures, là ? Je pense que quand on interroge les gens sur effectivement la confiance ou l'image qu'ils ont du chercheur, c'est plutôt le scientifique qui fait de la recherche fondamentale, qui réfléchit sur des problèmes, des enjeux globaux de santé, d'environnement, etc. Et donc là je pense qu'effectivement, l'image reste globalement positive, même s'il y a peut-être une... Voilà, de la recherche fondamentale. Mais l'expert revanche, derrière... Quand il s'agit de parler de l'expert et de son indépendance, des potentiels risques de conflit d'intérêts, là, les gens ont le sentiment qu'il y a un véritable problème, et ce qui est en partie vrai, puisqu'on sait bien que dans le domaine du médicament, il y a des dysfonctionnements graves qui ont conduit à de véritables scandales. Et ensuite, dans l'opinion, la figure de l'expert, c'est on ne fait pas forcément la distinction entre ce qui se passe dans le domaine du médicament, de l'alimentaire, etc. Donc il y a une défiance par rapport à ça, avec au cœur la notion de conflit d'intérêts. Un deuxième point simplement sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, un des handicaps des OGM, c'est que les gens ne saisissent pas clairement quel est, les consommateurs et les citoyens, ne saisissent pas clairement quel est le bénéfice potentiel pour eux de ces technologies. Et je voudrais faire juste un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais dans les 15 derniers jours, il y a eu 2 sondages qui ont été publiés. Un sondage sur la filière nucléaire. On sort d'un traumatisme très fort avec ce qui s'est passé au Japon. Et dans ce sondage, on voit qu'il y a à peu près un tiers des Français qui se disent hésitants, qui sont indécis, qui ne savent pas trop s'il faut sortir rapidement du nucléaire ou si c'est plus compliqué que ça, etc. Et pourtant, on sort encore une fois d'un contexte plutôt traumatique. Et dans ces 15 derniers jours, il y a un sondage qui est fait sur les peurs des Français par rapport à l'alimentation par le sociologue Claude Fischler. Et dans ce sondage, on voit que vous avez 90% des gens qui sont hostiles aux OGM dans l'alimentation. Pourtant, des scandales sanitaires directement liés aux OGM, il n'y en a pas eu récemment. Il n'y en a pas eu même du tout. La différence entre ces 2 sujets, c'est que dans le cas du nucléaire, les gens voient directement l'utilité de cette technologie dans leur quotidien chaque fois qu'ils utilisent un appareillage électrique et qu'ils se posent la question de l'alternative. Alors que dans le cas des OGM, le consommateur et le citoyen, ils ne voient pas clairement quel est le bénéfice à mettre en face des risques potentiels. Oui, j'ajouterais aussi un phénomène peut-être pour avancer là-dessus, c'est qu'on a été pendant très longtemps dans une logique sur laquelle tout progrès était positif. Au tournant des années 90 est apparue, je pense, dans l'opinion l'idée que tout progrès est accompagné de conséquences éventuellement négatives. On a eu, je pense, une erreur fondamentale de communication chez les industriels à propos des OGM, qui a été de ne pas tenir compte de cette logique-là et de ne pas mettre d'emblée sur la table les conséquences potentiellement négatives, les problèmes. On a eu une communication, je dirais, binaire, enfin avec un seul point de vue. Et il ne faut pas oublier qu'on n'a pas parlé d'un grand absent, mais on est dans cette période-là, qui est Internet, qui est donc tout d'un coup une place publique qui change radicalement. Quand on a commencé à travailler il y a très longtemps maintenant avec mon ami Stéphane Billet dans la communication, on avait très très peu de canaux de communication et il y avait une parole officielle et une parole même experte qui était respectée et qui était véhiculée par des intermédiaires, la presse, qui travaille beaucoup avec les experts et avec les sachants. Depuis, on a eu une explosion des canaux et donc ça crée évidemment une place publique dans laquelle, si on communique, on doit prendre en compte cette complexité des choses et dès qu'on n'est pas complexe, dès qu'on ne laisse pas remonter le doute, l'interrogation, on crée de la perte de confiance et de l'opposition. Moi justement, alors c'est une question de communicant, du coup, de communicant responsable dans tous les sens du terme, mais là pour le coup plutôt responsable d'avoir fait échouer les choses. Est-ce que les politiques en général, quand les réformes ne convainquent pas l'opinion, disent « Ah mais on n'a pas assez communiqué ». Ils disent pas « on a mal » ou ils disent « on n'a pas assez communiqué ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas assez communiqué ? Moi j'ai le sentiment qu'on a trop communiqué. Ce n'est pas une question de quantité de communication, c'est une question de fenêtre de tir. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que le terreau, pour reprendre l'expression qui a été employée, va redevenir meilleur dans les années qui viennent. On vient de passer un cap démographique, qui est celui du 7 milliardième bébé qui est arrivé au 31 octobre dernier.
On va devoir faire face, même si la démographie est décroissante, à une population planétaire qui va friser les 9 ou 10 milliards en 2050. La question de pouvoir nourrir tout ce beau monde se repose en des termes assez crus. La culture des OGM alimentaires est déjà une réalité à l'échelon mondial. Et de fait, on se rend bien compte, j'allais dire, de l'opinion publique cathare, française ou européenne, sur ces questions-là. Il ne faut pas le vivre comme une fatalité, l'arrivée des OGM, mais on va devoir et on va pouvoir en reparler, puisque quels que soient les scénarios pour nourrir tout ce beau monde, qu'on soit dans la poursuite de ce qu'on connaît déjà ou dans une révision globale des modes de consommation, etc., il faudra augmenter les rendements de 30 à 80% avec des terres agricoles qui vont diminuer en disponibilité parce qu'elles seront affectées à d'autres choses. Pour conclure sur ce thème-là, on est vraiment en France dans une idée que la nature est naturelle et les OGM apportent l'idée que la nature elle est trafiquée par des gens en blouse blanche dans des laboratoires. Et je pense que ça a été effectivement un élément de l'imaginaire, conscient ou inconscient, qui a été assez dramatique. La deuxième chose, c'est cette histoire de blouse blanche. Effectivement, les blouses blanches qui ont été, à travers les scandales qu'on a pu voir, en particulier le sang contaminé, puisque c'est le corps médical qui a été, et les politiques, mais le corps médical qui a été essentiellement mis en cause, avec Garetta, etc., ce sont les blouses blanches qui ont été terriblement discréditées, à tel point d'ailleurs que les personnalités qui se sont dégagées progressivement, et vous l'avez vu, et on les a tous en tête, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu scientifique, qui sont devenus pour la population, pour l'opinion publique, les porte-paroles, qui sont un photographe héliporté, un animateur d'émissions télé, une ancienne star du tennis reconvertie dans la chanson, un ancien Beatles. Voilà, c'est les gens qui portent aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est que on ne tient pas tellement compte du fait qu'ils n'y connaissent rien au sujet, ou très peu au sujet qu'ils abordent, pour certains d'entre eux davantage que d'autres. Je pense que Laurent, tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, certainement, spécialiste des ONG, oui, mais allez. Il y a une connaissance qui est relativement faible, mais ça, à la limite, c'est pas très important pour l'opinion publique. Ce qui est important, c'est la sincérité des gens. Voilà. Et le problème, il est fondamentalement là. Est-ce que, et ça nous ramène à ce que disait il y a un instant Arnaud Lemoine sur qui paye les personnes qui travaillent sur et qui, etc., etc. Donc les intérêts financiers, les intérêts des entreprises, les intérêts des marques, et puis un corps de blouse blanche effectivement discrédité et qui est incapable de créer de l'empathie vers l'opinion publique. Alors on va le voir de tout ça derrière avec l'analyse point par point de deux communications.